J'étudie donc la représentation de l'écrivain dans le roman moderniste, une période que l'on peut définir entre 1880 et 1939. Vous trouvez ici mon corpus avec le calvaire d'Octave Mirbeau, publié en 1886, un roman français, Fin de Knut Hamsun, publié 4 ans plus tard en 90, un auteur norvégien, Le loup des steppes d'Hermann Hesse, auteur allemand, qui a publié en 27, et Demande à la poussière de John Fante, qui a été publié en 39, un auteur américain d'origine italienne. Je vais essayer de vous exposer et de vous proposer en tout cas un tour d'horizon de la représentation de l'écrivain au sein de ses romans. L'écrivain va donc se trouver confronté notamment à 2 concepts importants. Le premier d'entre eux étant celui de la bourgeoisie. L'écrivain de mon corpus est un personnage de marginal qui tire son inspiration du négatif, de l'insatisfaction et du mouvement perpétuel. C'est un personnage à la fois marginal, vagabond, en complet désaccord avec la société bourgeoise au sein de laquelle il s'inscrit. Le deuxième concept que je voulais aborder ici est celui du féminin, à travers plusieurs figures telles que la mère, l'amante ou la prostituée, qui peuvent incarner des rôles très différents en fonction des romans. L'écrivain dans mes romans se montre bien souvent fasciné, voire complètement obnubilé par les personnages féminins, ainsi que par la question de la sexualité. Une question qu'il rejette pourtant catégoriquement au nom d'une morale qu'il combat d'ordinaire, mais qu'il utilise ici par lâcheté. Arsène Lupin est un personnage créé en 1905 par Maurice Leblanc et dont le succès a été tel que son auteur lui a consacré une série de 39 nouvelles et 17 romans. Si aujourd'hui on a conservé l'image d'un dandy séducteur qui flirte pour détrousser, il faut savoir que le Lupin original et la manière dont Leblanc le met en scène sont bien plus riches et complexes. Tout le monde se souvient que Sir Arthur Conan Doyle est l'auteur des enquêtes de Sherlock Holmes. En revanche, alors que Maurice Leblanc lui est contemporain et a rencontré quasiment tout autant de succès, il n'est pas rare d'oublier qu'il a écrit les aventures d'Arsène Lupin. C'est comme si un bon cambrioleur qui se respecte, Lupin lui avait dérobé le mérite et la notoriété qui lui étaient dus en tant qu'auteur. L'une des raisons pour lesquelles Lupin a supplanté Leblanc dans la culture populaire, c'est que Leblanc s'est adonné un véritable jeu littéraire. Il a donné vie à un personnage de qualités exacerbées, à un personnage en somme extraordinaire, et a fait comme si ce personnage existait pour de vrai. Alors cette confusion entre la fiction et la réalité commence dès la narration des aventures de Lupin. Non seulement le nom du narrateur n'est jamais explicitement formulé, mais de nombreuses ambiguïtés sont laissées au sein et autour du texte à propos de son identité, comme pour sous-entendre que le jeu de la narration n'est autre que celui de Maurice Leblanc. Finalement, ce rapport assez étonnant entre l'auteur et son personnage a créé un jeu de confusion entre le réel et la fiction qui amuse. Ainsi, de nombreux admirateurs de Lupin se sont amusés à leur tour à écrire des essais pour prouver l'existence de Lupin. Et même, la maison de Leblanc à Étretat n'est plus la maison de Leblanc, mais le musée Arsène Lupin. Et en fait, Lupin a vraiment, dans la réalité, volé la notoriété de son propre auteur. Et sans doute en cela accomplit-il le jeu entamé par Leblanc. Le développement de la photographie et l'apparition de l'interview dans les années 1880 attirent le public dans la sphère intime de l'écrivain, en ce qu'elles permettent de diffuser la figure de l'artiste en ces lieux et d'interroger son environnement intime. En effet, on s'intéresse à la vie privée des personnalités publiques, en particulier celle des écrivains, parce qu'on tente de comprendre l'origine de leur talent, de leur inspiration, et on veut vérifier que l'image publique correspond bien à leur véritable personnalité. Olivier Nora dit à propos de la visite chez l'écrivain: il ne s'agit pas seulement de retrouver quelque chose ou quelqu'un, mais de déceler quelque chose d'indicible dans quelque chose de prosaïque, le génie dans le cadre familier. Ainsi peut-on caractériser le processus de la visite dans la demeure de l'écrivain, dont l'intérêt progressif fait naître l'idée de conserver, aux côtés des bâtiments et monuments importants de notre histoire, les structures liées aux grandes figures nationales, d'où l'apparition des maisons d'écrivains. On peut parler de patrimonialisation de la figure de l'écrivain. Il s'agit d'un processus permettant de contester le statut d'un objet hérité du passé et de le faire exister dans le présent. Des valeurs sont par conséquent conférées par les acteurs, puis par les individus, dans une perspective de transmission aux futures générations. Afin d'illustrer le processus de patrimonialisation appliqué à une maison d'écrivains, évoquons la demeure de René Guicadou, instituteur et poète ayant vécu à Louis Fer près de Châteaubriand de 1946 à 1951, date de sa mort. Si l'on pose la question des enjeux de cette maison d'écrivains, il convient de dire que sa visite permet avant tout une meilleure connaissance de la vie du poète. Il s'agit de retracer un parcours de vie par le témoignage des archives. Celles-ci sont à la fois des objets personnels authentiques et des photographies en fac-similé. Les pièces de la maison sont des évocations de l'existence passée et des invitations pour le lecteur à imaginer la vie qui s'y déroulait.
Au début du XXe siècle apparaît un personnage dans la fiction romanesque, le traducteur. Il y avait certes avant mention de personnages qui à un moment donné dans une œuvre traduisent, c'est le cas de Raskolnikov dans Crime et Châtiment. Néanmoins, il s'agit là de personnages qui sont essentiellement traducteurs. C'est le cas des personnages principaux des deux romans, Les Nègres du traducteur de Claude Bleton et Vengeance du traducteur de Brice Mathieusan. Nous nous focaliserons à travers ces deux fictions sur une question, l'octorialité du traducteur et le rapport du traducteur à son auteur et vice-versa. La vengeance du traducteur, comment se manifeste-t-elle? Elle se manifeste par la disparition du texte de l'auteur original. J'explique. L'idée de Mathieusan est de construire un roman où le personnage principal, narrateur et traducteur supprime le texte du roman qu'il traduit et ne laisse que des notes de bas de page. Il y a donc une inversion des rôles et une inversion de la chronologie. Néanmoins, le but de Bleton et de Mathieusan n'est pas de fournir une définition ou une image figée du traducteur ou de la traduction. Il s'agit de montrer des clichés, de les renverser. Il y a un floutage de la notion de traducteur qui montrerait finalement que c'est un métier et une pratique qui peut échapper à la définition et qui se réinvente.